l'INSEAC du CNAM. Bonjour à toutes et à tous. Après cette matinée d'oxygénation au domaine départemental de la Roche-Jagu, on va ouvrir cette journée dédiée à la musique, après une journée dédiée aux arts de la scène, aux 40 ans des centres de formation des musiciens intervenants. On a été très attentifs au fait que cette année, on puisse à la fois fêter les 40 ans des CFMI à Guingamp dans le cadre des rencontres nationales de l'éducation artistique et culturelle et puis dire un petit peu l'actualité du métier et de ses formations. Donc on aura 3 tables rondes qui vont être présentées cet après-midi par Erwan Baudouin, mais on accueille, et on est très heureux de le faire, Gérard Hautelin, Michel Nebuler et Erwan Baudouin, au titre de cette histoire des CFMI en France et de ce statut particulier qu'est ce métier de musicien intervenant et de cette formation. Donc on est très heureux de les accueillir. La parole leur est donnée et ensuite on ira vers les 3 tables rondes, dont une restera ici. Bonne journée et bon après-midi à tous et à toutes. Bonjour tout le monde, donc Erwan Baudouin, je suis directeur du CFMI Bretagne, donc un régional de l'étape, et également coprésident du Conseil national des CFMI. Nous sommes 4 coprésidents et je salue Emmanuel Babi qui est coprésident avec moi du Conseil national des CFMI et qui est directeur du CFMI de Poitiers, qui est à nos côtés cet après-midi. L'idée là, pendant la demi-heure qui vient, qu'on a un petit peu décalé parce qu'il y avait quand même une petite pause déjeuner qu'il fallait sans doute laisser se faire. Pendant la demi-heure qui vient, l'idée c'est de parler de ce métier à la fois dans son histoire rapidement, d'où ça sort cette idée-là, et puis également aller vers qu'est-ce qu'il est aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est devenu 40 ans après, et puis évidemment après se poser les questions de qu'est-ce qu'il sera demain et qu'est-ce qu'il nous faut questionner pour sa pérennité et son évolution dans l'avenir. Et je pense que ça se poursuivra, cette discussion, essentiellement autour des ateliers qui suivront. Alors heureusement, je ne suis pas seul pour vous faire cette première demi-heure de présentation, parce que moi, ma vie dans les CFMI, elle n'a qu'une dizaine d'années. Et puis, même si je commence à bien connaître ce métier, sa formation et son histoire, on a la chance de pouvoir s'appuyer sur 2 regards très complémentaires. D'une part, Gérard Hautelin, qui a une grande histoire avec les CFMI, puisqu'il était là bien avant même la création des CFMI. Il a exercé ce métier, il a observé aussi toutes ses racines et la création donc dans les années 80 de ce métier. Donc il aura l'occasion de revenir sur cette étrange aventure de la création du métier de musicien intervenant. Et puis on a la chance aussi d'avoir avec nous Michel Nebuler, qui depuis quelques années s'est penché de manière assez approfondie sur la réalité de ce métier aujourd'hui, notamment en allant rencontrer une cinquantaine, je crois, 57 musiciens intervenants un peu partout en France, en allant voir la manière dont ils déclinaient ce métier et les différentes richesses de ce métier. Donc il apporte un regard un peu extérieur, avec son expérience de la politique culturelle sur ce métier. Donc voilà, je pense que je vais surtout prendre du coup la place de modérateur de cet échange. Et puis peut-être après, j'essaierai de synthétiser, après leurs éclairages, les questions qui se posent aujourd'hui par rapport à ce métier. 40 ans, ça peut paraître beaucoup, 40 ans, mais pour un métier, c'est très jeune en fait. Vous savez que les animaux n'ont pas tous la même durée de vie. Un métier, 40 ans, il n'y a pas tant que ça de métiers qu'en 40 ans en fait. C'est souvent beaucoup plus. Donc on a à la fois un métier qui s'est installé, on va le voir, mais qui a encore certainement beaucoup d'autres choses à questionner. Et ça va être un petit peu ça l'objet de notre échange cet après-midi pour regarder l'avenir. Alors je vais d'abord me tourner vers Gérard. Est-ce que Gérard, tu pourrais nous dire un petit peu qu'est-ce qui a prévalu à la création de ce métier? Quelles étaient ses origines, ses différentes racines, parce qu'il y en avait certainement plusieurs. Et puis surtout, qu'est-ce qui fait que dans les années 80, on décide d'inventer ce nouveau métier de musicien intervenant? Merci. Alors, il se trouve que cette question, elle m'a été posée il y a quelques années, déjà par Erwan à Rennes, et avec des étudiants qui me demandaient mais qui c'est qui a inventé les CFMI? Pourquoi il y a des CFMI? D'où l'idée vient. Et alors, ça a été l'occasion pour moi, avec
les directeurs, directrices des CFMI et avec surtout les musiciennes et musiciens intervenants que je connaissais un peu partout, de me repencher sur cette histoire. Et je me suis posé finalement la question en venant ici, en disant, mais qu'est-ce qu'il y avait avant les CFMI? Alors déjà, il n'y avait pas rien, il y avait des choses, et c'est quand même important de se le redire. D'abord, il y avait des enfants dans les écoles, il y avait des institutrices et des instituteurs qui les faisaient chanter, avec un répertoire qui lui avait par les centres de documentation pédagogique, leur pratique personnelle de la chanson ou d'autres choses. Il y avait des bassins de vie, ce qu'on appellerait aujourd'hui les territoires, dans lesquels il y avait de la musique, avec beaucoup de groupes amateurs, soit parce qu'ils aimaient bien la musique, soit parce qu'on appelait amateurs ceux qui n'étaient pas professionnels. Mais il y avait des tas d'associations et il y avait beaucoup de responsables, de collectivités, d'associations, d'organismes, de fanfares, d'harmonies qui favorisaient cette pratique de la musique plutôt qu'un enseignement de la musique. Parce qu'il y avait aussi des écoles de musique. Alors, je suis d'une ville qui s'appelle Bourg-en-Bresse et je connais bien comment elle fonctionnait, parce que c'est à partir de là, on était un groupe un peu de rétif, on va dire, pour ne pas dire autre chose, puisque à l'époque, à l'école de musique de Bourg-en-Bresse, quand on entrait, il y avait d'abord 2 années préalables de solfège, au terme desquelles on avait le droit de commencer à pratiquer un instrument. Et évidemment, nous qui venions, j'allais dire, de l'éducation populaire, je reviendrai sur le terme, ça nous horrifiait. Et évidemment, ça a été avec d'autres, mais pas uniquement Bourg, qu'on est parti parce qu'il y avait plein d'organismes et plein d'associations dans toute la France qui faisaient des choses. Alors, j'en ai noté quelques-unes, quelques-uns, mais je n'entre pas dans les détails. Si vous êtes intéressé sur des choses plus pratiques sur l'historique, il y a un livre qui a été édité, là-dessus 2 livres, 3 livres, enfin, comme choses organisées parmi les plus anciens, il y avait les CMR, Centres musicaux ruraux. Et ça, c'est très important parce qu'ils sont nés directement à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et ça a été véritablement une initiative d'éducation populaire. Il y avait les ADDM, les associations départementales de la musique. Alors, certaines qui étaient extraordinairement florissantes. Il y en a une qui était très célèbre en France, qui était celle de la Drôme, qui avait été montée avec des... Après, on les appelait musiciens intervenants, on les appelait, comme ce qu'on m'appelait moi-même, animateurs musicaux. Il y avait les JMF, je leur dois personnellement beaucoup, parce que c'est là où, étant d'un petit village du département de l'Ain, on prenait le car le soir avec d'autres jeunes, avec des adultes, et on allait écouter des concerts de JMF avec des gens qui ont fait après des carrières nationales, internationales et dans tous les domaines musicaux. Et puis on avait des revues, la revue du Sénam, il y avait également des stages, des cours. J'ai eu la chance de partir. Alors, plus exactement, il y avait des radios. Radio France, c'est-à-dire d'abord France Culture et ensuite France Musique, avait une émission hebdomadaire sur la pédagogie musicale. C'était animé par François Delalande et Guy Rebel. Et on avait l'avantage, vous auriez mon âge, vous auriez pu enregistrer le travail que vous faisiez dans les classes, pour ceux ou celles qui sont musiciens intervenants, et les monter à Radio France, les faire écouter et les faire diffuser. Et alors, du coup, on avait ensuite les contacts avec l'après-midi, on passait le reste de l'après-midi, avec Guy Rebel qui testait avec nous les fameux jeux musicaux qu'il a édités ensuite chez Salabert. Donc, il y avait des choses, et moi, pour moi, ça a été une époque avec une chance extraordinaire de pouvoir participer à toutes ces choses-là. Mais je dis ça, mais il faudrait pouvoir interroger toutes celles et ceux qui étaient dans d'autres coins de France, parce qu'on se voyageait beaucoup. Alors, à Nantes, avec, bon, je ne vais pas retrouver les noms d'ici, mais bon, ils sont connus.
Bretagne, on y allait moins parce que c'est loin, quoi, hein, quand même. Voilà. C'est pas la Bretagne qui est loin, c'est Lyon qui est loin de la Bretagne. Voilà, ça c'est un peu un problème d'organisation française. Évidemment, dans le Midi, en Savoie, etc., un peu partout. Voilà. Je passe pour faire le lien avec ce que j'ai entendu hier, avec, et notamment Laurence Henry, qui disait que, j'ai pas la formule, oui, elle avait l'impression qu'elle n'était jamais au bon endroit. Et elle ajoutait « j'étais toujours hors cadre ». J'ai adoré cette expression parce que je crois que ça dépeint la situation de toutes celles et ceux qui, avant la création des CFMI, osaient intervenir dans les écoles quand on leur donnait l'autorisation, ce qui n'était pas toujours le cas, ça dépendait des lieux. Alors évidemment, Paris était un peu spécial, il y avait les PVP, les professeurs de la ville de Paris, il y avait plein d'autres choses un peu partout, il y avait des initiatives auxquelles on se raccrochait et qui nous permettaient de dire à nos élus ou à nos inspections d'académie, mais attendez, vous nous refusez la rentrée, mais et pourquoi il y a un autre inspecteur ou une autre académie où c'est possible d'y aller, quoi, voilà. Donc les contacts qu'on avait entre nous, ça a été la grande force sur laquelle on a pu s'appuyer pour commencer après à vivre autrement. Ensuite, il reste 5 minutes, c'est parfait. Bon. Hier, Laurence Henry disait qu'elle était hors cadre. J'adore cette expression parce que finalement, le mot éducation, c'est pas pour faire le malin, mais si on fait un peu d'étymologie, educere en latin, ça veut dire conduire hors d'eux. C'est-à-dire que on passe son temps à sortir du cadre et à inviter les enfants à sortir de leur cadre mental, imaginaire, tout ce qu'on veut, mettez tous les adjectifs que vous voudrez. C'est ça, en fait, l'éducation. C'est-à-dire, ça consiste à aller ailleurs. Si ça vous intéresse, vous verrez comment Pierre Schaeffer, je n'ai pas le temps de vous le lire, là je l'avais mis, mais invité dans un livre qui s'appelle Pouvoir et éducation, à aller ailleurs que là où on est, parce que c'est la chance. Et après, on va sur l'altérité, c'est-à-dire reconnaître que l'autre apporte quelque chose qu'on n'est pas capable d'avoir dans son propre magasin et de trouver par soi-même. Je passe, mais c'était l'époque 1968-70 où il y avait un film, par exemple, L'an 01, où dans le film, celles ou ceux qui l'ont vu, consistait à se mettre devant un arbre et dire la philosophie, la vie, c'est faire un pas de côté. Quand on est devant son arbre, on ne voit rien, on fait un pas de côté et on voit un paysage. Eh bien, l'an 01, c'était un peu ça pour nous avec les CFMI. Et celui qui a été à l'origine, vous connaissez son nom, de toute façon, il faut le connaître, c'est André Dubost, qui lui-même était directeur du conservatoire de Hyères, qui travaillait avec des étudiants qui venaient dans les écoles et qui, un jour, s'est dit, mais il faut que tous les enfants de la nation puissent avoir droit à une initiation musicale et surtout à une pratique musicale. Et il s'est dit, si on va dans les écoles, c'est pas possible que ce soit ça. Il était inspecteur général à la direction de la musique à l'époque, qu'on appelle aujourd'hui la DGCA. Il a dit, c'est pas possible que ce soit la culture seule qui soit porteuse d'un tel projet. Il faut absolument que l'éducation nationale soit partie prenante. Et donc, ça a été son combat. Je peux vous dire, connaissant bien André Dubost et continuant à le voir beaucoup, que ça a été vraiment un combat, voilà, mais qui s'est bien résolu et qui a été gagné des deux côtés et qui aujourd'hui, évidemment, n'est pas remis en cause. Une des choses qui a été très importante dans la manière de penser notre travail, c'était un autre aphorisme qui circulait beaucoup à cette époque. Si on veut apprendre l'anglais à John, bon, c'est bien de connaître quand même l'anglais, mais il faut surtout connaître John. Et là, c'était une espèce de révolution dans la manière d'aborder le contact avec les enfants en se disant « mais il faut partir de l'enfant » et pas simplement d'un contenu de connaissances à transmettre. Bien sûr que ça a son importance, etc. Je fais un peu au sabre, là, hein, mais
c'est important de savoir quel est l'enfant. Parce que, finalement, l'école, ça consiste à... Alors, je reprends les mots de Laurence Henry hier. Ça consiste à sortir des murs. Voilà. L'éducation artistique, c'est complètement ça. Parce qu'alors, sortir des murs, aller hors cadre, c'est bien une démarche quand même artistique. Un compositeur, il ne va pas se contenter de reprendre les exercices de Chaland pour composer une sonate selon les principes qu'on a appris dans des conservatoires, dans l'histoire de la musique. Donc il sort des cadres habituels. Toute l'histoire de la musique contemporaine, enfin de toute création musicale, consiste à ça. Et puis, évidemment, donc éducation artistique et culturelle. Culturelle, ça veut dire qu'il faut s'implanter dans un bassin où il y a déjà des gens qui vivent, qui ont des expériences, et que je passe, parce que sinon, je n'arriverai pas au terme de... Comment ? Bon, eh ben, je termine en disant que... Hier, il y avait, j'en ai parlé avec elle d'ailleurs, c'était toujours Laurence Henry, qui mettait en garde sur le fait de la représentation qui termine un cycle d'activité avec les enfants. J'en ai parlé avec elle, elle a tout à fait raison. Si c'est pour montrer ce qu'on sait faire, si c'est pour donner une audition, pour montrer que l'institution dans laquelle on a travaillé, elle fait bien son travail, que les enfants... Mais par contre, si c'est pour leur apprendre à donner ce qu'ils ont découvert dans une démarche qu'on leur a fait faire, et donc de donner d'eux-mêmes, c'est tout à fait autre chose. Et là, on rejoint, alors, j'insiste pas, vous connaissez, et ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à lire Marcel Mauss sur le don. C'est-à-dire qu'une représentation dans laquelle les enfants donnent à écouter ce qui les a sensibilisés, ce qui les a émus, c'est autre chose. Mais là, on est dans l'éducation. On n'est pas simplement dans de l'évaluation. Voilà. L'éducation, ce n'est pas de l'évaluation. Je passe. Bon. Donc, je redis qu'avant les CFMI, il y avait plein de choses qui étaient le territoire, qui étaient le terreau culturel. Il y avait des FJT, il y avait des foyers de jeunes travailleurs, il y avait des centres sociaux, il y avait des mouvements de jeunesse, il y avait la Fédération des œuvres laïques. Enfin, il y avait une foule de choses qui existent toujours, qui faisaient déjà un travail de pratique musicale. Ils n'enseignaient pas la musique, mais ils permettaient de faire de la musique à des groupes d'enfants. Et je crois que c'est là-dessus que André Dubos a dit l'éducation musicale, c'est vraiment une éducation populaire. C'est une éducation de toute la jeunesse, et ça n'est pas en discussion. Ça n'est pas simplement au bon vouloir de tel ou tel, c'est une tâche politique. Et de politique que toute la nation doit absolument suivre et financer. Et si on oublie ce principe-là, c'est dommage qu'André Dubos ne soit pas là, il le dirait encore mieux que moi, mais ça a été le principe de départ. Voilà, lisez Pierre Schaeffer, c'est intéressant quand même de se remettre dans l'histoire, parce que l'histoire, c'est ce que... Alors, on sourit avec Michel, parce qu'il y a quelqu'un dont j'ai oublié le nom, un historien, qui parlait il n'y a pas longtemps à la radio à France Inter. Emmanuel de Varesquiel. Voilà. Il y a eu une interview dans Le Monde il n'y a pas longtemps, et alors il disait, bon, il y a un drame, c'est le réchauffement climatique, et il y a un drame qui est de même nature, c'est le refroidissement de la mémoire. Eh bien, je pense que se souvenir d'où on vient, se souvenir de ceux qui nous ont précédés et ce qu'ils ont voulu faire, ce n'est pas de la nostalgie, ce n'est pas simplement un hommage et un coup d'encensoir à des gens qui ont eu du courage, des idées, etc. C'est simplement s'appuyer sur ce qui a été fait pour inventer ce qu'on a à faire. Et l'inventer, non pas avec nos propres modes de pensée, mais l'inventer en s'appuyant et en donnant toutes les possibilités à des jeunes, parce que c'est eux qui, finalement, vont inventer leur histoire. Et c'est eux qui sont en train de la faire. Je peux dire simplement que pour avoir passé 20 ans dans un CFMI à travailler avec des jeunes, alors je peux vous dire que
C'est pas simplement parce que Sylvie est là que je vais envoyer des... Pas du tout, mais je peux vous dire que ce sont vraiment les musiciens intervenants qui ont inventé ce métier. C'est-à-dire c'est les professionnels qui l'ont inventé. Et ça, c'est pas simplement parce que je suis membre de base de la FNAMI, mais la FNAMI, c'est ça. C'est-à-dire que c'est le témoignage qui explose aujourd'hui, qu'une profession existe et que ceux qui peuvent le mieux en parler, c'est ceux qui l'exercent et qui donnent toutes ces chances aux enfants. Merci beaucoup Gérard. C'est vrai que 40 ans, c'est aussi un moment où les initiateurs commencent à se retirer du terrain et on a la chance d'avoir Gérard avec nous qui a connu la création des CFMI, mais même l'avant CFMI. Et c'est vraiment important que là, au bout de 40 ans, on garde trace de cette mémoire parce que c'est vrai que les jeunes générations ne savent pas forcément d'où c'est venu. Donc merci beaucoup Gérard d'être encore présent à côté de nous pour avoir une parole vivante de tout ça, parce que cette parole, elle est écrite. Gérard a pris soin de faire ces 2 ouvrages qui permettent aujourd'hui de retracer un peu ces 40 ans et même les racines qui précèdent. Et ça, c'est très riche pour l'avenir parce qu'on a une trace qui va rester de toute cette mémoire-là. Mais c'était quand même chouette aussi d'avoir cette parole vivante qui nous a permis de mesurer aussi à quel point il y a un militantisme. On en parlait hier soir aussi avec l'ANRAT et la création de tout ce mouvement autour du théâtre. Je pense qu'on a un petit peu la même situation. C'est la même époque aussi. Il y avait un militantisme autour de l'éducation artistique et culturelle qui ne portait pas encore tout à fait ce nom-là, mais qui était quelque part déjà en germe dans toutes ces démarches-là. Du coup, 40 ans après, on va passer un petit peu à ce que c'est devenu, ce militantisme, ce projet un peu fou de créer un nouveau métier. Donc 1984, on dit que c'est l'acte de naissance des CFMI, puisqu'il y a un protocole interministériel entre le ministère de la Culture et de l'Éducation nationale qui définit le mot de musicien intervenant, qui crée les 9 CFMI qui existent aujourd'hui encore en France. Qu'est-ce que c'est devenu ce métier ? Comme le dit Gérard, il s'est inventé notamment par les professionnels. Il était tout nouveau, il fallait l'inventer. Et les musiciens intervenants ont été extrêmement créatifs. Leurs employeurs aussi, parce que les musiciens intervenants étaient employés par les collectivités locales ou des associations. Et il s'est décliné d'une manière très diverse dans tout le territoire français. À tel point que je pense qu'il a totalement dépassé ce que les initiateurs avaient imaginé de ce que pouvait être ce métier. Au départ, c'était aider les professeurs des écoles, qui s'appelaient instituteurs à l'époque, dans leur projet d'éducation musicale. Et puis le musicien intervenant, il continue toujours à faire ça, c'est même le cœur de son métier, mais il travaille auprès de la petite enfance, auprès des enfants en situation de handicap, auprès des personnes âgées. Il s'est retrouvé assez fréquemment à travailler aussi autour de programmation culturelle sur l'accueil dans des spectacles jeunes publics ou autres. Il travaille auprès d'artistes. Beaucoup sont aussi devenus responsables de structures d'enseignement musical. Donc en fait, ce métier, il s'est décliné de manière très très différente. Et certainement que si le musicien intervenant a réussi à réinventer son métier, c'est sans doute parce que dès le départ, ça s'est appuyé sur une formation ouverte. Alors déjà, qui s'appuyait sur 3 compétences, qui étaient une compétence artistique. Déjà, le musicien intervenant, avant de rentrer dans la CFMI, il est déjà artiste. Il a sa propre identité musicale. Une formation pédagogique, c'est-à-dire être capable de transmettre, de connaître les publics, comme disait Gérard, et de réinventer un dispositif adapté à chacun des publics. Et puis aussi, dès le départ, une compétence de partenariat et de connaissance des territoires et de mener des projets avec d'autres. Et certainement que c'est ces 3 piliers de sa formation, encore une histoire de 3 piliers, qui lui a permis d'être inventif et de s'adapter et de réinventer, selon les territoires et les publics, son métier. Des petites choses que je voulais dire. D'abord qu'un musicien intervenant, il n'y en a pas 2 pareils. C'est aussi un métier une formation qui n'a pas formaté. Il arrive avec son identité artistique, il ressort avec son identité artistique. Et que certainement, ce qui fait aussi la richesse de ce métier, et surtout lorsqu'il y a un travail d'équipe de musiciens intervenants, il y a des diversités de déclinaisons sur le plan artistique. On a dans les CFMI des étudiants qui viennent du milieu du classique, qui ont fait 10 ans de conservatoire, mais on en a aussi qui viennent des musiques actuelles. Il y a des autodidactes, il y a des musiques traditionnelles, et chacun garde son identité et l'élargit et va continuer à travailler dans ce domaine-là.
Ce que je voulais dire aussi, c'est que cette formation, elle s'appuie aussi depuis le début sur un soutien du ministère de la Culture, qui a toujours été très présent et qui aujourd'hui encore finance une bonne partie des formations des musiciens intervenants. Et donc il n'a jamais cessé d'avoir ce soutien. Et puis également des universités qui ont toujours accompagné son développement. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? En fait, ce qui se passe là au bout de 40 ans, et on en est très heureux, c'est que ce métier, il commence à intéresser des gens un petit peu plus éloignés de lui-même. Donc il y a à la fois Michel, je vais y revenir, qui a fait cette observation de ce métier. Il y a aussi Raphaël, qui on s'est rencontré il y a quelques temps, et qui a fait un travail très approfondi sur la trajectoire des musiciens intervenants. Et pour les CFMI, pour les musiciens intervenants, c'est une manière d'avoir des regards extérieurs qui sont extrêmement enrichissants pour nous. Du coup, je vais passer la parole à Michel. Donc Michel, à l'invitation du Conseil national des CFMI, a fait un travail d'observation de ce métier qu'elle va un peu nous détailler. Et on a eu tout un groupe de travail qui incluait la Fédération nationale des musiciens intervenants, qui est bien représentée ici aussi, notamment par ses coprésidents. Également les employeurs de musiciens intervenants, les conservatoires de France, et puis les ministères ont contribué à ce travail-là. Et donc Michel a été à la rencontre, on le disait, de 57, je n'ai pas oublié cette fois-ci, musiciens intervenants. Et à travers tous ces témoignages, il a été sur le terrain, on les voir, il ne s'agit pas simplement d'un échange, voilà, sauf outre-mer. Alors voilà, il a encore des regrets malgré tout, malgré l'énergie et le temps qu'il a consacré à ce travail. Donc il a été observé, rencontré à la fois les acteurs, les publics aussi, voir comment les choses se vivaient sur le terrain. Il a aussi rencontré beaucoup de personnes qui travaillent autour des CFMI, qui réfléchissent à ce métier, que ce soit dans les CFMI, au niveau des ministères. Et ça nous permet aujourd'hui, notamment, tu l'as pas sorti, si tu as sorti ton ouvrage, d'avoir cet ouvrage qui du coup est une photographie de ce métier aujourd'hui. Et donc Michel, quel regard tu portes sur ce qu'est le musicien intervenant aujourd'hui? Merci, et merci aux organisateurs, à Raphaël, de cette invitation. Oui, tu l'as dit, moi je ne suis ni musicien, hélas, ni enseignant. J'allais dire, c'est pas mon premier métier. J'ai fait le début de carrière dans 3 décennies ou presque au ministère de la Culture avant de me réorienter vers l'enseignement des politiques culturelles. Et c'est justement autant le travail que fait Raphaël sur ce métier de musicien intervenant est un regard de sociologue. Moi, j'apporte plutôt le regard de celui qui s'intéresse à la façon dont l'action publique accompagne la vie culturelle du pays. J'ai donc eu le privilège de coordonner ce livre-là sur ce métier de musicien intervenant et surtout le privilège d'aller rencontrer dans une vingtaine de départements et la quasi-totalité des régions de France des musiciens intervenants, des musiciennes intervenantes en activité, les rencontrer là où ils exercent. Ça peut être évidemment dans une école, ça peut être dans un conservatoire, ça peut être dans une EMJC, etc., etc. Et j'ai pu m'entretenir à la fois avec eux et avec le cercle des gens avec qui ils travaillent, et un cercle qui est sur un spectre assez large, puisque ça va évidemment de leurs employeurs, les élus ou des associations, à l'exemple des CMR, des centres musicaux ruraux qu'évoquait Gérard. À ce propos, il faut lire, Pierre Schaeffer disait Gérard, moi j'ai envie de dire il faut lire Gérard Hautelin, hein, parce que là, au-delà de l'histoire, c'est toute une pensée de l'éducation musicale, de pourquoi c'est important que des enfants puissent s'initier à la musique. Alors, donc, j'ai eu ce privilège de faire ce tour de France et je vais vous livrer quelques observations que j'ai pu en tirer. La première, Erwan vient à l'instant de l'évoquer, c'est l'extrême diversité des personnalités que j'ai pu rencontrer.
Alors, ces personnalités, il y a leur identité artistique, il y a la diversité de leur formation initiale en musique. Effectivement, il y a des gens qui sont le pur produit de l'enseignement artistique spécialisé, d'autres qui sont de parfaits autodidactes. Enfin bon, il y a dans ceux que j'ai rencontrés une très grande diversité de générations. J'ai rencontré des musiciens intervenants qui ont une grande expérience, d'autres qui sortaient d'un centre de formation des CFMI. Les territoires, je suis allé à la fois dans des grandes villes, dans des villes périphériques, dans des zones rurales, voilà, et ça permet quand même de voir la remarquable capacité d'adaptation de ces professionnels une fois dans la vie professionnelle, et puis aussi la diversité de leur parcours professionnel antérieur. Je ne sais pas si Raphaël peut-être me contredira-t-il, mais je trouve que c'est un des métiers où on trouve beaucoup de gens qui ont déjà fait quelque chose avant. Alors, ce n'est pas leur premier métier. Il y a beaucoup de gens dont ce n'est pas le premier métier et qui font aussi autre chose après. Enfin bref. Et alors là, j'ai rencontré des gens qui faisaient des métiers assez improbables. Il m'est arrivé de voir quelqu'un qui avait été médecin, une assistante sociale, professeur des écoles, donc ça c'est encore assez proche, mais quand même. Mais alors j'ai aussi trouvé un contrôleur SNCF, un employé des pompes funèbres, enfin bon, etc. Enfin, donc des gens ce qu'ils ont en commun, évidemment, c'est la musique. Et puis la différence aussi de statut. Beaucoup sont des agents de collectivités territoriales. Je ne sais pas qu'il faudrait faire une étude, là, justement, pour savoir vraiment les chiffres. Je pense qu'il y en a quand même aujourd'hui pas mal qui sont des agents territoriaux à l'intérieur des conservatoires ou d'écoles de musique, mais certains sont dans d'autres services d'une collectivité, le service petite enfance, le service vie associative, etc. Il y a ceux qui sont employés par des associations, des associations d'éducation populaire, comme les CMR ou les MJC, d'autres dans une association locale, etc. Vraiment, on voit des différences très, très grandes. Au-delà de cette diversité, ce qui m'a vraiment frappé, c'est qu'il y a cette hétérogénéité des profils, mais il y a une espèce de, comment on pourrait dire, presque une structure, une colonne vertébrale qui est commune à tous ces gens-là. Et ça, c'est extrêmement frappant, surtout quand on les voit en situation d'animer un projet culturel dans une école ou un démos ou un orchestre à l'école, etc. Et si on faisait par exemple un nuage de mots, il y a des choses qui leur sont communes, quoi. J'ai noté les mots ouverture. C'est des gens qui témoignent d'une très grande ouverture, peut-être tout simplement parce que leur formation les amène forcément à s'intéresser à un autre univers professionnel que celui de la musique. D'où aussi le mot adaptation, le mot peut-être agilité, qui les caractérise beaucoup. Autre chose qui renvoie davantage à la façon d'être, c'est le couple, enfin le respect peut-être, c'est voilà, des gens qui respectent l'altérité qu'évoquait Gérard, le couple bienveillance-exigence. On l'a entendu aussi et vu hier à propos de théâtre, mais on le retrouve. Et bien sûr, les mots de générosité, générosité, le cœur, et puis de convivialité. Mais il y en a un que j'aime bien, c'est le mot hospitalité. Je trouve que la posture de ces gens que j'ai rencontrés, ce sont des hôtes dans tous les sens du terme et dans la remarquable ambiguïté de ce terme. Alors, je dis des hôtes parce qu'ils m'ont accueilli et que j'ai été partout formidablement bien accueilli, mais ce n'est pas tellement pour ça. C'est d'une part, il est le ou la musicienne intervenant, c'est
quelqu'un qui est accueilli partout où il va et qui veille à établir là où il est accueilli une relation de qualité avec qui le reçoit. Hein. Et en même temps, c'est quelqu'un qui accueille dans sa pratique, dans son groupe, dans son projet, dans l'activité qu'il déploie, il accueille toute personne, quelle qu'elle soit, il l'accueille dans sa singularité, comme une personne, au fond, digne d'intérêt. Et ça, je trouve que c'est quelque chose que j'ai observé d'assez remarquable. Alors, ça me fait penser, au fond, que tous ces musiciens intervenants sont bien sûr des artistes, sont bien sûr des pédagogues, sont bien sûr des coordonnateurs, mais peut-être que ce qui leur est encore plus commun, c'est cette capacité à entrer en relation avec l'autre, quel que soit cet autre, et quel que soit le contexte, que ce soit juste une classe ou bien une chorale intergénérationnelle ou je ne sais quoi. Et en cela, je crois qu'il faut insister, surtout si on parle d'éducation artistique et culturelle, sur la dimension métier de la relation qu'il y a dans cette profession, qui est au fond cousine de bien des métiers dans notre société. Le métier d'enseignant, évidemment, le métier d'éducateur spécialisé, le métier d'animateur socio-éducatif, le métier de travailleur social de façon générale, et un métier sur lequel je me suis beaucoup intéressé, le métier de médiateur ou de médiatrice culturelle. Et ce qui me frappe, en prenant là un peu de recul sur l'analyse des politiques publiques, c'est que tous ces métiers, au fond, ont en commun à la fois une pertinence au regard d'un certain nombre d'enjeux de notre société et de façon inversement proportionnelle, pratiquement un défaut de reconnaissance, un déficit de reconnaissance, que ce soit en termes symboliques ou en termes de statut, en termes de rémunération, en termes de développement de carrière. Il me semble que dans la continuité un peu de ce que Emmanuel Vallon disait hier soir, il me semble que c'est important de se poser cette question-là. Pourquoi ces métiers de la relation dans notre société, pourquoi on en a tant besoin et pourquoi ils sont si peu considérés. Et puis une dernière chose peut-être, là c'est plutôt ma formation, j'ai une double formation de lettres classiques et d'historien. Ma formation de lettres classiques me fait m'interroger sur le préfixe dans l'épithète qui accompagne ce métier, musicien intervenant. Et quand on travaille sur ce préfixe, on se dit au fond que, préfixe inter, si vous lisez l'Académie française, elle dit ça sert à former des mots indiquant l'échange ou la réciprocité. Et ce qui me semble tout à fait juste aujourd'hui, c'est que le musicien intervenant, il est tout le temps dans l'inter. Il est dans l'intervention, il est dans l'interculturalité, il est dans l'intersectorialité par nature, musicien en milieu scolaire, il est dans l'intercommunalité parce qu'il est très souvent amené à être coordonnateur d'un projet de territoire, et il est dans l'interdisciplinarité, etc., etc. Et Raphaël notait, lui, dans ses recherches, il aime bien les appeler, si je me souviens bien, des intermédiateurs. Tu utilises aussi cette chose. Voilà, alors il y aurait d'autres choses, bien des choses à dire, mais je voudrais vraiment insister sur l'adéquation qu'il y a entre ce métier, grâce à la formation qu'ils reçoivent dans les centres de formation des musiciens intervenants
qu'a inventé André Dubost en 1984, il y a donc 40 ans, grâce au dynamisme de la FNAMI, la Fédération nationale des musiciens intervenants, l'adéquation qu'il y a entre ce métier et des enjeux vraiment majeurs de notre temps. Je veux parler, par exemple, de la question, évidemment, de l'éducation artistique et culturelle, évidemment, mais aussi de la question de la diversité culturelle, hein, de la diversité des expressions culturelles, comme on dit à l'UNESCO, mais aussi de la question de la mise en œuvre des droits culturels. On a travaillé, on continue de travailler avec la communauté d'agglomération de Bourg-en-Bresse, dans l'Ain, encore Bourg-en-Bresse, sur justement éducation artistique et culturelle et droits culturels. Et il y a là quelque chose de tout à fait intéressant à travailler. Alors, vous aurez compris que pour l'observateur des politiques culturelles que je suis, la génération d'André Dubost et de Gérard Hautelin nous a légué en héritage, il y a 40 ans, avec le musicien intervenant, un métier d'une pertinence toute particulière par rapport à bien des objectifs que les acteurs de l'éducation artistique et culturelle entendent poursuivre. Soutenons-les. Donc, avant de passer aux échanges, parce que je suis sûr qu'il y a plein de choses qui se passent dans les têtes et une envie de discuter, donc je vais faire très court. Simplement, juste pour dire qu'on voit bien qu'on est passé du militantisme à l'expérience, de l'expérience à l'expérience réussie, parce que clairement, je pense que ce métier, on pense qu'il y a à peu près 6000 musiciens intervenants en France. Quand on voit les regards de Michel, de Raphaël sur ce métier, on se dit qu'il y a quand même un truc qui fonctionne bien et qui est plutôt intéressant. Donc maintenant, c'est peut-être comment on va, et on voit que c'était aussi un peu le sujet hier soir, comment on va vers une généralisation, une pérennisation de tout ça. Et donc moi, j'ai listé juste 7 petites questions, juste pour continuer de chauffer les esprits, puis après, on va mettre en route les ateliers. Ouais. C'est d'abord, les questions qui peuvent se poser aujourd'hui, c'est comment former plus de musiciens intervenants pour répondre aux besoins des territoires. On sait qu'on en manque aujourd'hui. Il y a beaucoup d'endroits qui peinent à recruter des musiciens intervenants. Deuxième question, comment renforcer et pérenniser les 9 CFMI de France, qui sont souvent soumis localement à des arbitrages, des universités ou des DRAC. Et vous le savez peut-être ou pas, on va fermer pour la première fois un CFMI cette année, à l'occasion des 40 ans, dans la région Grand Est. Donc effectivement, comment on pérennise ces centres ? Comment évaluer de façon nationale la politique d'intervention en territoire ? En 40 ans, alors on est ravis, on a des regards extérieurs, des enquêtes, on n'a pas eu vraiment une observation sur le plan politique. Où sont les musiciens intervenants ? Qui les paye ? Quelles sont leurs missions ? Et certainement que ça serait utile comme outil aujourd'hui. Donc comment mieux observer et évaluer cette politique-là ? Une autre question, faut-il ouvrir des formations similaires dans d'autres disciplines des arts du spectacle ? On pense à la danse, au théâtre, aux arts du cirque notamment. Comment prévenir les risques professionnels spécifiques à ce métier ? Des déplacements nombreux, de la manutention, de l'isolement pour certains, des nombres d'heures ou de projets ou de classes qui sont importants. J'en ai encore 2, je vous rassure. Voilà. Il y en a certainement encore plein d'autres, mais je vous donne les miennes. Comment mieux reconnaître la valeur et la spécificité professionnelle des musiciens intervenants au sein des équipes des conservatoires ? On en a parlé un petit peu, comme on a peut-être un déficit parfois de reconnaissance de ce métier dans leur propre collectivité. Et puis, une petite dernière, comment favoriser l'évolution de carrière des musiciens intervenants vers des postes de catégorie A dans la fonction publique, puisqu'en fait, c'est un métier qui est catégorie B dans la fonction publique. C'est très difficile d'accéder à des fonctions de cadre, même si souvent, les compétences sont là et qu'on aimerait embaucher un musicien intervenant pour participer à des fonctions d'encadrement ou de pilotage. Je vous les livre comme ça. Et maintenant, ça va être dans les ateliers que ça va se traiter, ça. Et puis peut-être qu'il y en a d'autres qui vont arriver des questions, certainement. Et en tout cas, c'est que le début, et il faut qu'on continue à travailler à cette pérennisation, à cette généralisation, notamment avec le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Culture, mais aussi la Fédération nationale des musiciens intervenants, qui est vraiment très présente à nos côtés pour réfléchir à l'avenir de ce métier, et puis tous les employeurs, notamment les CMR, les employeurs territoriaux. Et donc, je pense que voilà, on est très heureux que l'INSEAC ait mis ce sujet à l'ordre du jour, parce qu'on sent bien qu'on est
dans un virage par rapport à ce métier. Il faut qu'on le négocie bien tous ensemble. Peut-être pour des questions pratiques, je ne sais pas qui intervient, sur qui va où. C'est moi, merci beaucoup à vous trois. Il y a une petite table à l'extérieur pour les ouvrages qui sont présents. Je remercie la FNAMI d'avoir organisé ça. Et pour les étudiants et les Guingampais, les ouvrages sont aussi à la médiathèque de Guingamp. Vous pouvez y accéder, évidemment. Questions pratiques, questions techniques. Première table ronde. Le temps de l'intervention artistique, pratique, coopération et participation, ça se passe dans la salle Avalon de la prison, de l'INSEAC, avec une modération d'Erwan Baudouin qui va continuer son talent de modérateur. Une table ronde que j'aurai le plaisir d'animer dans l'INSEAC également. Profession musicien intervenant, la quarantaine et ses tensions. On continuera sur les questions qui sont posées là. Et ceux qui sont bien confortablement installés peuvent rester là, puisque Marie-Christine Bordeaux va animer une table ronde autour de l'intervention et ses médiations et la définition du mot intervention. Qu'est-ce qu'intervenir veut dire ? Michel nous a fait des propositions, on va pouvoir peut-être continuer cette définition. On se retrouve dans 5 minutes dans les salles. Le temps est compté si on veut profiter de la journée, donc rendez-vous tout de suite dans les salles. L'INSEAC du CNAM.